Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Parlons Droit, nous allons discuter, comme on le fait d'habitude, et d'un sujet qui constitue le prolongement d'autres thèmes qui ont été abordés. Nous avons eu à parler du mariage, nous avons eu à parler des actes d'état civil, bien évidemment, et aujourd'hui constitue ce prolongement et parlerons aujourd'hui du divorce. Il s'agit d'un sujet délicat, le divorce. Il faut en parler, bien sûr, bien que personne ne veut du divorce. Mais il s'agit d'une suite parfois logique, il s'agit parfois d'un mal nécessaire. C'est la raison pour laquelle le droit, après avoir réglementé le mariage, réglementé l'affiliation, réglemente le divorce. Voilà. Pour parler du divorce, bien sûr, il faut savoir que c'est l'article 157 qui donne la définition, que je n'appellerai même pas définition, parce que simplement l'article 157 du Code de la famille parle des types de divorce, mais ne définit pas en tant que tel le divorce. L'article nous dit que le divorce peut résulter d'un consentement mutuel des deux époux, mais également peut résulter d'une décision judiciaire. Autrement dit, bien sûr, ce n'est pas textuellement ce que l'article dit, mais en d'autres termes. Donc, ce qui nous conduit à dire qu'effectivement, le divorce peut résulter d'un consentement mutuel et on l'appelle le divorce par consentement mutuel. Et on a également le divorce contentieux. Voilà, divorce par consentement mutuel et d'autre part, divorce contentieux. Nous allons donc commencer par parler du divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel, il faut savoir que déjà, il y a des conditions de fond qui sont exigées. Et c'est quoi avant ça? C'est quoi le divorce par consentement mutuel? C'est le divorce simplement dans lequel ce sont les deux époux aujourd'hui qui ont décidé d'un commun accord de rompre les liens du mariage. Donc c'est ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, par opposition bien sûr du divorce contentieux, qui résulte simplement d'une procédure judiciaire qui est initiée parce qu'il y a simplement des malentendus. Il y a des causes du divorce qui sont respectées, c'est-à-dire les causes qui sont prévues par l'article 165 et 166 du Code de la famille. Donc là, nous allons parler d'abord du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire ce sont les deux époux qui se sont entendus, qui sont allés vers le juge pour constater un divorce qui se fait simplement à l'amiable. Voilà. Pour les conditions de fond, si on en revient, on nous parle de consentement libre. On en revient donc au concept consentement mutuel. Donc, d'abord, il doit y avoir un consentement qui est librement donné. Et on nous parle également de consentement éclairé qui est exempt de tout vice. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que un des deux époux peut donner son consentement alors que le consentement n'a pas été donné de manière libre ou bien de manière éclairée ou bien en tout cas le consentement a été entaché, ce qu'on appelle les vices du consentement. Peut-être que j'ai donné consentement au divorce parce qu'il y a une erreur d'appréciation. Peut-être que j'ai eu à donner mon consentement au divorce parce que simplement il y a eu une violence qui a été exercée sur moi, cause pour laquelle j'ai donné mon consentement à divorcer. Ou bien simplement violence. L'erreur, le dol ou la violence, dans le droit commun, ce sont les vices du consentement. Donc c'est pourquoi on dit que concernant les conditions de fond, ce consentement donné doit être exempt de tout vice, doit être libre mais également éclairé. Ce sont les conditions de fond. On dit également que le consentement là qui est donné doit non seulement porter sur la rupture du lien conjugal, c'est-à-dire ils ne seront plus ensemble, mais doit porter sur les biens. Au-delà des biens, ce consentement, le divorce, le consentement doit être donné sur les enfants, parce qu'il se peut qu'il y ait des enfants qui sont issus de ce mariage-là. Donc, ils doivent parler de tout ça. Ce consentement doit concerner tous ces points. D'abord, rupture du lien conjugal. Vous ne serez plus ensemble. On va faire inventaire des biens et faire la répartition de chaque bien. Donc, à chaque époux, on allouera des biens bien définis, bien déterminés, mais également les enfants. Et le consentement maintenant portant sur les enfants va déterminer d'abord
qui va avoir la garde des enfants, l'éducation des enfants qui va l'assurer, la sécurité des enfants, mais également la bonne moralité des enfants. C'est important. Et ce dernier point, ou bien ces derniers points concernant les enfants que je viens de citer, constituent en fait ce qu'on appelle l'ordre public. Tout ce qui concerne les enfants est considéré comme étant d'ordre public. Donc, on ne peut pas y déroger. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les conditions de forme, on nous parle d'établissement de la demande. Là, ce sont les dispositions de l'article 159 du Code de la famille qui les précise et dit qu'en fait, il faudrait une comparution personnelle et ensemble des deux époux devant le juge. Personnel et ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation possible et les deux époux doivent se présenter ensemble devant le juge. S'ils disent bien sûr qu'ils ont consenti à divorcer, ils doivent pouvoir se présenter devant le juge pour faire constater ce divorce-là. C'est pourquoi on dit d'abord comparution personnelle et ensemble des deux époux. Au-delà de ça, on nous dit également qu'il doit y avoir une présentation par écrit ou verbalement de l'acte de mariage ou bien et du livret de famille. L'acte de mariage, livret de famille. Donc là, ce sont des conditions de forme. Au-delà de la comparution personnelle et ensemble, les deux époux doivent présenter sur la table du juge l'acte de mariage, le livret de famille. Ce qui veut dire que sans acte de mariage, ça peut être difficile, mais pas impossible, bien sûr. Il peut y avoir ce qu'on appelle la régularisation en cas de non-présentation des actes de mariage. On en avait discuté concernant les actes d'état civil. Il arrive qu'il y ait union et qu'il n'y ait pas acte de mariage. Donc, dans le cas maintenant où, ultérieurement, les deux époux veulent divorcer, il va falloir régulariser, trouver un jugement rapidement qui va constater le mariage, acte de mariage, ensuite, maintenant, on intente l'action en divorce. Et cette fois-ci, de manière de le divorce par consentement mutuel. Voilà. Troisième condition, je vais dire, les actes de naissance et de décès de tous les enfants qui sont issus du mariage. Il peut y avoir des enfants qui sont nés. Donc, il faudrait qu'à cette demande-là soient joints les actes de mariage ou de décès. Il peut y avoir également, comme on dit, pourquoi on dit acte de décès, il peut y avoir des enfants qui sont décédés. Donc l'acte qui constate ce décès-là doit être présenté, doit être joint à la demande de divorce par consentement mutuel. Là sont les conditions de forme de manière ramassée. Donc là, le juge maintenant va intervenir. Si on constate que les conditions de forme sont respectées, on arrive au niveau du juge, c'est là maintenant qu'il évalue, essaie de voir la régularité des conditions de fond. D'abord la forme, ensuite le fond. Nous, on a d'abord parlé des conditions de fond, bien sûr, pour respecter d'habitude la chronologie. Mais le juge, lui, avant d'arriver au juge, il faudrait respecter au préalable les conditions de forme. Et là, arrivé au niveau du juge, c'est là qu'il évalue les conditions de fond. Si le consentement n'est pas vicié, etc., etc. Si les conditions liées au bien, à la garde des enfants, tout est régulier, là, le juge peut intervenir. Et pour parler également du rôle du juge concernant la procédure de divorce par consentement mutuel, il a un rôle très limité, hein. Très limité, contrairement au divorce, divorce contentieux. Là, le juge se borne à veiller à la régularité, simplement, de tout ce qui a été demandé par la loi. Mais il n'a pas un très grand rôle à jouer. Bien sûr, c'est lui, maintenant après, qui va constater le divorce par jugement. Mais il faudrait savoir qu'il n'a pas un rôle, en tout cas, très élargi, très vaste, contrairement au divorce par le divorce contentieux. Voilà, en gros, c'est ce qu'il fallait dire concernant le divorce par consentement mutuel. Bien sûr, il peut y avoir un jugement, hein. Il va y avoir un jugement, bien sûr, si le juge constate que tout est régulier et qu'il n'y a pas, en tout cas, intérêt à s'opposer à ce divorce-là. Le juge, bien entendu, va donner un jugement. Simplement, il prononce le divorce et le jugement sera rédigé, bien sûr, dans les formes des jugements ordinaires. Là aussi, il faut le savoir. Voilà. Le juge portera donc indication du jugement de divorce sur le livret de famille, bien sûr. Parce qu'il y a eu divorce, il y a un livret de famille qui était là. Donc, il faudrait que mention soit portée au niveau du livret de famille qu'il y a eu divorce.
Et toutes les références y afférentes seront mentionnées dans le livret de famille. Et le juge également va saisir, bien sûr, l'officier d'état civil pour qu'il mentionne dans tous les actes qu'il y a eu divorce. Ça aussi, c'est important. Et maintenant, si tout cela est constaté, on considère que le mariage a été dissous. Il n'y a plus de mariage. Donc là vont survenir les effets du divorce. D'abord, les effets à l'égard des époux, bien sûr, ça intervient au jour du jugement. Il y a ce que l'on appelle également les effets à l'égard des tiers, les tiers, c'est-à-dire les personnes autres que les deux époux. Donc là, on dit que les effets vont commencer à compter de la mention au risque d'état civil. Par exemple, si aujourd'hui il y a un commerçant qui est là, qui est l'un des deux époux, un commerçant par exemple, on dit que les dispositions concernant les biens ne sont pas opposables à ses créanciers que passer un délai de 3 mois. 3 mois, suivant la mention bien sûr au niveau du risque de l'état civil. Parce que là également, on veut protéger les biens là pour que le jugement qui est intervenu constatant le divorce, pour que tout ce qui a été consenti concernant les biens soit respecté avant maintenant que les créanciers puissent maintenant aujourd'hui intervenir au niveau des biens du commerçant. Donc en gros, c'est ce qu'il fallait dire. Bien sûr, c'est beaucoup plus large, mais il faudrait par un souci de temps un peu écourter ce que l'on dit concernant cette procédure de divorce de manière consensuelle qui se fait entre les deux époux. Et maintenant, nous allons aborder rapidement le divorce contentieux. Là également, ça a été réglementé. D'abord, la réglementation commence à partir des articles 165 et 166 du Code de la famille. Donc là, qui nous liste les causes du divorce contentieux. Là, il n'y a plus de consentement mutuel. Peut-être qu'il y a en tout cas un fait qui s'est produit et qui est prévu par les dispositions des articles 165 et 166 qui fait que maintenant on peut chercher un jugement de divorce mais de manière contentieuse. Donc ces dispositions-là listent ces causes de divorce. D'abord, on vous dit que on peut intenter une action en divorce pour cause d'absence d'un des deux époux. Absence. L'absence est souvent un terme galvaudé, mais en droit, l'absence signifie autre chose. Il y a ce qu'on appelle l'absent, il y a ce qu'on appelle l'absence, il y a ce qu'on appelle la disparition. Ce sont des procédures qui permettent aujourd'hui de constater la non-présence d'une personne et qui peut permettre à aller jusqu'à, comment on le dit encore, à considérer qu'une personne est décédée. Donc, ce qu'on appelle les procédures d'absence ou de disparition. Donc là, si une personne est absente, c'est-à-dire l'un des deux époux en tout cas constate que l'autre époux n'est pas présent au domicile et il y a un manque de nouvelles qui fait que voilà, on ne sait plus si la personne est vivante ou non, il y a cette procédure qui peut être intentée et qui peut aboutir au prononcé du divorce. Donc on dit comme première cause de divorce l'absence. L'adultère d'un des deux époux, qui est dûment constaté bien sûr, est cause de divorce. Bien entendu, on parle de condamnation de l'un des deux époux à une peine infamante. Une peine infamante, par opposition à une peine afflictive. Une peine afflictive, c'est une peine qui touche en fait, le corps de la personne qu'on sanctionne, comme un emprisonnement par exemple. Autrement, par exemple, anciennement, la peine de mort. Bien que ça a été aboli, c'était une peine afflictive. Maintenant, une peine infamante, c'est simplement une peine qui touche les droits civiques, dégradation civique. Aujourd'hui, on vous retire la nationalité, vous avez été banni, etc., etc. On vous retire vos droits de vote, les droits électoraux, etc. C'est ce que l'on appelle des peines infamantes. Donc aujourd'hui, une action en divorce peut être intentée simplement parce que l'autre époux a été condamné à une peine infamante, c'est-à-dire qu'il a perdu ses droits civiques. On nous parle également défaut d'entretien de l'un des deux époux, ou bien sûr de la femme. On ne parle pas d'un des deux époux, c'est défaut d'entretien de la femme. Parce qu'en droit sénégalais, c'est le mari qui doit entretenir la femme et la famille. Donc,
Si toutefois il est constaté que le mari n'entretient pas la femme peut intenter un divorce, une action en divorce, pour défaut d'entretien de la femme. C'est important. Également, le refus d'un des deux époux de respecter les engagements en vue de la conclusion du mariage. Un exemple banal, lors du mariage, par exemple, on vous dit que les deux époux, les deux familles peuvent décider que, par exemple, la somme qui est donnée sera donnée ultérieurement, par exemple. Et si toutefois le mari consent et que ultérieurement il ne donne pas cette dot-là, aujourd'hui ça peut être cause de divorce. Par exemple, un simple exemple. Pour mauvais traitement également, l'un des deux époux peut intenter une action en divorce. Mauvais traitement, sévices, injures graves, etc. etc. C'est des causes de divorce. Pour stérilité définitive également, dûment constatée par les médecins, ça également constitue une cause de divorce. Pour également une maladie grave et incurable qui a été découverte bien sûr pendant le mariage. C'est important. Si ça a été découvert avant le mariage, cela constitue ce que l'on appelle une fin de non-recevoir. C'est-à-dire malgré qu'il y a cette maladie grave et incurable, ce n'est pas cause de divorce parce que simplement avant qu'ils ne se marient, les deux époux ou bien l'un des époux était au courant que l'autre était frappé par une maladie grave et incurable, mais pourtant ils ont décidé de se marier. Vous voyez un peu, et également pour une incompatibilité d'humeur. Donc là, ce sont les causes de divorce. Si toutefois, tout ce que je viens de citer, on le constate au niveau des deux époux, là, cela peut être une cause de divorce. Une cause de divorce. C'est clair. Voilà. On dit également, ça c'était, je peux dire, les conditions de fond, bien que ce sont des causes. On dit, pour que l'action soit introduite, c'est la même chose, une requête écrite ou verbale. On parle toujours de requête verbale, mais matériellement, ça peut être difficile quand même. Donc de parler d'une requête verbale. Dans la pratique, bien que nous sommes devant le principe du consensualisme, etc., etc., mais intenter ces actions devient difficile pratiquement. Voilà. Donc on nous dit que l'action doit être introduite via une requête écrite ou verbale. Même chose, on demande la même chose qu'on demandait concernant le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire l'acte de mariage, le livret de famille, etc. S'il y a eu des enfants, acte de mariage, etc., etc. Acte de décès. Donc ce sont les pièces qui doivent être jointes à la requête qui sera déposée au tribunal. En cas de divorce également, en cas d'action en divorce contentieux, il y a ce qu'on appelle la conciliation obligatoire, donc qui est prévue par l'article 169 du Code de la famille, parce que là on considère le mariage tellement solennel qu'on ne veut pas en tout cas que ces liens de ce mariage-là soient rompus trop facilement. C'est la raison pour laquelle cette possibilité de faire une conciliation obligatoire a été prévue par la loi. Donc le juge aujourd'hui, avant de constater un divorce, doit appeler à une conciliation les deux époux. Bien sûr, c'est une procédure qui est là. Et on nous dit que lors de cette conciliation-là, les conseils des deux époux ne doivent même pas être présents. Le juge seul prend les deux époux pour intenter en tout cas pour faire cette conciliation au fin maintenant de sauvegarder ce mariage. Parce que le mariage, comme on le dit, c'est une institution dans nos pays. Voilà, c'est une institution. Le mariage aujourd'hui est sacré. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que vraiment il soit rompu aussi facilement. C'est pourquoi cette procédure de conciliation a été mise en place afin de voir s'il y a une petite partie, une possibilité de sauvegarder ce mariage-là, de sauvegarder la famille, parce qu'il y a des enfants derrière, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. C'est pourquoi cette conciliation, elle est prévue. Maintenant, si toutefois le juge, après avoir tenté de concilier les deux époux, les parties, constate que
il n'y a rien à y faire. Ils persistent dans leur volonté de rompre les liens du mariage. Là également, le juge va faire ce que l'on appelle une ordonnance de non-conciliation pour constater simplement qu'il n'y a pas eu de conciliation et aller automatiquement vers la phase contentieuse, c'est-à-dire retenir rapidement ou bien intervenir pour faire le jugement ou bien renvoyer à une date ultérieure, à une audience ultérieure afin de statuer sur le divorce. C'est important. Mais il faut retenir que cette conciliation, elle est obligatoire et elle est prévue par les dispositions de l'article 169 du Code de la famille. Voilà. Cette action, donc, il faut dire qu'elle est éteinte en cas de décès de l'une des parties, bien sûr. Ce sont deux personnes qui divorcent, ce sont des personnes vivantes qui divorcent. Si toutefois il y a eu un décès, l'action est éteinte, il faut le savoir. Maintenant, voilà, si toutefois le juge constate que toutes les conditions de forme et de fond sont remplies, il y a eu une non-conciliation, le juge appelle les causes, appelle les parties à une audience et prononce le divorce. Maintenant, lorsque le jugement est intervenu, ce qu'on appelle, il y a le divorce qui est constaté, et maintenant, quels sont les effets du divorce? Quels sont ces effets du divorce? On dit que du jour du jugement, où le jugement n'est plus susceptible aujourd'hui de voies de recours, c'est-à-dire toutes les voies de recours sont épuisées. Donc, dans ce cas-là, les effets commencent. Les effets personnels du mariage entre les époux. D'abord, entre les époux. Le jour où toutes les voies de recours sont épuisées, donc les effets concernant les époux commencent. On nous dit également du jour où la demande en divorce qui concerne les rapports pécuniaires également. Du jour de la demande. C'est-à-dire là, il n'y avait même pas eu encore de jugement, mais le jour où la demande en divorce a été constatée, donc là, les rapports pécuniaires entre les époux prennent effet, par exemple. Et maintenant, comme on l'avait dit, les effets à l'égard des tiers également commencent le jour où la mention a été faite dans les registres de l'état civil, comme on l'avait dit tout à l'heure, concernant le divorce par consentement mutuel. Les effets. On dit également que le divorce dissout le mariage. Les liens de ce mariage-là ont été dissous, carrément. Cela va de soi. On divorce simplement pour dissoudre ce lien-là. Donc, dès l'instant qu'il y a eu ce divorce, il n'y a plus de lien. Et les deux époux maintenant sont libres d'aller recontracter un mariage. Mais on dit qu'il y a un peu une exception à ce niveau concernant la femme qui doit observer ce que l'on appelle le délai de viduité, qui est de 300 jours. Donc, la femme doit rester 300 jours sans pour autant recontracter un mariage. Mais sinon, l'époux, il est libre de recontracter un mariage. Simplement, on le dit simplement par anticipation, parce qu'il se pourrait que la femme soit enceinte. C'est simplement cela. Hein. Donc, ce n'est pas une raison pour les féministes, par exemple, de dire que non, pourquoi. Donc, voilà, il y a une raison pour tout. Hein. Il y a une raison pour tout. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas égaux, etc. etc. C'est simplement ça, pour éviter que, voilà, de permettre à la femme de se remarier tout de suite. Et là, un mois ou 2 semaines après, on constate qu'elle est enceinte. Parmi les deux époux de l'enfant. C'est juste dans cette perspective-là qu'on a voulu que la femme puisse observer 300 jours, ce qu'on appelle ce délai de viduité, pour pouvoir recontracter le mariage. Donc, c'est cela. Et également, des dommages et intérêts peuvent être donnés à l'un des deux époux. Voilà, l'époux qui a eu tort lors du jugement de divorce devra donner, le juge peut décider, c'est le juge qui décide, voilà, si des dommages et intérêts seront donnés par l'un des deux époux. En tout cas, celui qui aura tort à l'issue de ce jugement-là, parce qu'il s'agit d'une procédure contentieuse, donc là, il peut être frappé par des dommages et intérêts qu'il devra payer à l'autre. Donc, en gros, c'est ce qu'il fallait dire par rapport au divorce et retenir qu'il y a deux types de divorce.
le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Consentement mutuel parce que ce sont ces deux époux qui ont discuté et qui ont décidé de rompre les liens du mariage tout en prenant le soin de faire le dispatching des biens, de décider qui aura la garde des enfants, etc., etc. Pour le divorce maintenant contentieux, il y a un désaccord, il y a une cause de divorce qui est là, prévue par l'article 165. Et là, on va voir le juge pour que le mariage soit rompu. Voilà, en gros, c'est ce qu'il fallait dire, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, concernant le divorce. Maintenant, si vous voulez d'autres éclaircissements, de toute façon, vous avez toujours la possibilité donc d'aller consulter le code de la famille ou bien d'aller consulter les ouvrages. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir d'aborder ce thème. Bien que personne, encore une fois, ne veuille du divorce, mais parfois c'est un mal nécessaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain thème. Nous allons parler de la pêche illicite. C'est important également parce qu'on voit que voilà, c'est un domaine qui est là. En tout cas, il y a beaucoup de conséquences. Donc la pêche illicite, non réglementée, non déclarée, appelée la pêche INN. On va en parler avec un ami, un confrère qui est expert en la matière. Donc le tout pour que le droit, encore une fois, soit à votre portée. Donc c'était Parlons Droit. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.